On arrive au parti pris, vous aurez 5 minutes chacun. Ah bah oui, on a débordé. C'est de la faute du présentateur, évidemment. Et on va commencer avec vous, Charlotte Chabot, puisque vous allez revenir sur la France que vous considérez aujourd'hui comme un pays d'une complication absolue. C'est compliqué, mais c'est aussi un sujet de débat que je mets un peu sur la table, parce qu'on parle évidemment de la dette, de la situation économique, grand sujet de débat. Mais alors ce sujet-là, il va aussi beaucoup diviser les familles. Oui, c'est assez gratiné, oui. Rentrée scolaire, avec, ce sont nos confrères d'aujourd'hui en France qui rappellent qu'à partir de lundi, cette rentrée scolaire dans les collèges, terminer le téléphone portable. Les collégiens privés de portable. C'est bizarre, j'y crois pas une seconde. Mais... oui, mais c'est comme ça. C'est effectivement annoncé. Alors c'est un débat aussi important que la dette, parce que c'est un débat générationnel aussi, c'est-à-dire... les parents, les enfants, les grands-parents, qu'est-ce qu'on fait ? On donne un téléphone aux gamins, mais quel type de téléphone ? Alors, théoriquement, on ne doit pas utiliser de portable depuis 2018 dans les établissements scolaires, mais c'est une blague. Là, à partir de lundi, voilà ce qui va se passer, c'est-à-dire que les enfants, à l'entrée, ils mettront leur téléphone portable dans un récipient, un objet, on ne sait pas comment, et on le récupère le soir quand ils partiront. Cette méthode a été expérimentée dans 200 établissements scolaires. Oui. Tout le monde est content. Et alors aujourd'hui que ça va être généralisé, comme d'habitude. Attendez-moi, mais on perd pas une heure de cours en allant déposer son petit... non, mais c'est pas très très compliqué quand même. Bon, alors... Au Conseil des ministres, ils déposent les ministres. Bien sûr. D'accord. Ils sont pas très nombreux. Pas très nombreux. Je reprends ma question, je la mets dans ma poche. Parfait. Alors, non, quand même, ça a bien marché. Finalement, dans les établissements scolaires où ça a été expérimenté, tout le monde a trouvé que c'était pas mal finalement de moins regarder son téléphone. Si ça marche, l'objectif, c'est la fin évidemment du chahut en classe ou du manque d'intérêt, on va dire comme ça, des élèves qui pianotent, qui appellent leurs copains ou qui répondent à leurs parents, parce que les parents aussi, certains enseignants se sont aperçus, appellent leur môme pendant les cours. Et puis deuxièmement, c'est surtout la vidéo aussi, les photos, le harcèlement. C'est un moyen de lutter contre le harcèlement dans les cours entre guillemets de récré, ou dans des endroits un peu plus privés, où certains d'enfants utilisent le portable pour faire des vidéos qu'ils placent sur les réseaux sociaux. Donc, à partir de lundi, théoriquement, fini les collèges. Je dis juste que, comme on est en France, c'est jamais simple, parce que ceux qui aujourd'hui vont appliquer, ils disent maintenant que c'est généralisé, ça marchera pas, l'expérimentation, puis ça va coûter cher. Moi, j'ai pas très bien compris comment ça allait coûter cher. En France, on est toujours contre. On est toujours contre. Et on dit ça ne marchera pas. Bon, résultat, en tout cas, la ministre est déterminée, l'a confirmé hier, et je dirais que ce n'est qu'une étape dans la réflexion sur les enfants, le portable, les réseaux sociaux. Il y a une idée effectivement qui a été présentée depuis longtemps par le président de la République, c'est l'interdiction de l'accès aux enfants de moins de 15 ans, mineurs de moins de 15 ans. Emmanuel Macron le veut et Elisabeth Borne dit que la France va le faire. La France se saisira au plus vite de la possibilité pour laquelle nous nous sommes battus au niveau européen d'interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Car l'enjeu des écrans est un enjeu de santé publique, un enjeu de santé mentale dont nul ne peut nier les effets. Voilà, c'est un vrai sujet de fond, évidemment. Et parmi les élus, puisqu'il faut parler quand même des élus qui font des propositions, il y a Gabriel Attal. Parce que si moi je vous dis, je pense qu'il faut interdire effectivement l'accès aux réseaux sociaux, problème de santé mentale évidemment pour les enfants, tous les risques qu'on connaît aujourd'hui, on va dire c'est encore un truc de boomer, t'as rien compris, et c'est pour ça que je dis que c'est générationnel. Ben non, parce que celui qui s'en est saisi, il s'appelle Gabriel Attal. Au mois d'avril dernier, avec le pédopsychiatre Marcel Ruffo, il avait publié une tribune dans laquelle il alertait sur les risques, effectivement, de cette surconsommation des réseaux sociaux, 5 heures en moyenne par jour, pour les plus jeunes. Donc, il faut arrêter. Et aujourd'hui, Gabriel Attal veut aller plus loin. Il a des propositions très concrètes. On va l'écouter. Je propose que chaque jeune ait, en 6e et en seconde, un entretien pour évaluer son addiction aux écrans. Je veux aussi que pour les mineurs, il y ait un couvre-feu numérique entre 22h et 8h du matin. Pas de réseaux sociaux au milieu de la nuit. Voilà, grosse réflexion. Je pense que ça vaut la peine que le débat, il est urgent aussi, ce débat quand même, s'engage en France. Qu'est-ce qu'on fait ?
c'est la responsabilité de tout le monde, hein. La responsabilité des parents qui disent c'est vachement compliqué. À quel âge je donne un téléphone à mon gamin? Est-ce que je peux surveiller les vidéos qu'il charge, les réseaux sur lesquels il poste ou les vidéos qu'il visionne, évidemment. Et puis c'est la responsabilité des politiques de prendre une décision. Donc je pense que si on est beaucoup sur la dette, beaucoup sur la politique, c'est un débat encore une fois familial qui va s'inviter dans tous les repas, comme on dit, dans les jours qui viennent. Et ils vont s'engueuler grave. Est-ce que les syndicats d'enseignants sont en appui de cette mesure? Parce que la bonne question. Que les syndicats soient favorables à l'initiative d'un ministre de l'Éducation. C'est pour ça que je disais que quand on a expérimenté les établissements dans lesquels on a expérimenté, tout le monde a trouvé que c'était très bien, y compris les gamins, parce qu'on peut se reparler, hein. On peut jouer, on peut discuter, on peut travailler un peu plus intelligemment. On doit être ensemble normalement, en fait. Voilà, normalement. En revanche, aujourd'hui, les syndicats alertent sur tous les risques, tous les dangers, toutes les difficultés et le coût de cette mesure. C'est pour ça que ça m'a énervé un tout petit peu aujourd'hui. Merci beaucoup, Arlette. Alors, Dominique, si on passe à votre parti pris, vous voulez nous parler du mystère français du taux d'épargne. Oui, exactement. De quoi s'agit-il? Parce que depuis le début de la semaine, on parle beaucoup du budget, c'est normal, mais on peut se poser une question toute simple, où en est la situation économique? C'est pas bien sûr. différent de le savoir. Et ce matin, l'INSEE a publié un certain nombre de données qui apportent des réponses et qui en même temps posent un mystère. Alors les réponses, on va les voir d'abord. Où en est la conjoncture économique? Bonne nouvelle, l'inflation est vraiment quasiment terrassée. Elle est à plus 0,9. Vous vous souvenez, on était à 4, 5, voire 6% il y a 3 ans. Maintenant, donc la politique de maîtrise de l'inflation a réussi. Alors, moins bonne nouvelle, la consommation est un peu faiblarde. La consommation des ménages, au mois de juillet, a légèrement reculé. Ça, c'est pas très bon. Mais au total, si on regarde la croissance au deuxième trimestre de cette année, elle est positive et un peu plus élevée que ce qui était attendu par le ministère des Finances, plus 0,3. C'est pas mal. C'est pas flamboyant, hein, mais c'est pas mal. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que on a une conjoncture politique extrêmement difficile. La conjoncture économique, jusqu'à maintenant, et j'insiste en gras, jusqu'à maintenant, la conjoncture économique n'est pas catastrophique. On va voir ce qui va se passer, évidemment, si le gouvernement tombe. Mais il y a un élément nouveau dans ce qui a été annoncé par l'INSEE ce matin, c'est le taux d'épargne qui a continué à progresser, qui a maintenant atteint des records. Le taux d'épargne est à 18,9% du revenu disponible. Ça veut dire du revenu que chacun perçoit, moins les impôts directs. Hein. Bon. C'est un taux, et vous allez voir, la courbe est absolument stupéfiante, la courbe historique, parce que c'est un taux qui n'a pas été atteint depuis 1978. Et si on regarde, ça c'est la courbe bleue, donc depuis 1978. Alors il y a eu le Covid, mais le Covid c'est vraiment c'est quelque chose. Valéry Giscard d'Estaing, donc Valéry, la crise pétrolière. Oui. Et si on regarde la courbe jaune, qui est l'épargne financière, ce que vous mettez sur les livrets, l'assurance vie, le taux de un peu plus de 9,5% du revenu disponible n'a jamais été atteint depuis 1945. Parce que l'INSEE remonte jusque là. Donc évidemment la question que je vous pose, très cher Yves, et que je me pose, et à laquelle je me propose de répondre, c'est pourquoi? Il y a 3 hypothèses. Mais c'est un mystère quand même. 3 hypothèses, et on va voir les 3 hypothèses. La première hypothèse, c'est de dire le taux d'épargne est élevé parce que les Français sont inquiets sur les retraites, sur la conjoncture, sur la politique. Ça joue certainement, non? Ça joue sans doute. Deuxième hypothèse, en réalité, et là ça devient un peu plus sioux, si je puis dire, les Français sont un peu plus riches qu'ils ne le croient, qu'on nous le dit, ou que nous le pensons chacun. Si on épargne, c'est qu'en fait on a un peu de ressources. Oui, normalement, oui. Et voilà. Et donc ça, c'est quand même un élément factuel. Peut-être qu'au fond, la situation du pouvoir d'achat n'est pas si déprimée que ça. Ce qui voudrait dire quand même qu'on voit l'avenir assez noir, ou gris. Oui, oui et non. Ça veut dire que vous pouvez mettre un peu de côté. Ça ne veut pas seulement dire parce que je suis inquiet, c'est parce que, au fond, je n'ai pas tellement envie de consommer et je suis prêt. Finalement, j'ai un peu de réserve. D'accord. Et troisième élément, qui est un élément dur, certain, mais temporaire, le facteur voiture. On sait que les Français achètent beaucoup moins de voitures qu'autrefois, 20% de moins. Notamment parce qu'ils ne savent pas s'il faut acheter une voiture thermique, une voiture électrique, une voiture hybride. C'est énorme. Donc, moins 20%, c'est faramineux. Énorme. C'est absolument faramineux. Donc cet argent, il va dans l'épargne. Est-ce qu'il faut choisir un de ces 3 facteurs? Probablement non, il y a un peu des 3. Mais il y a un élément nouveau et explicatif très intéressant. Ce sont les retraités. Quand on regarde l'augmentation du taux d'épargne depuis quelques trimestres, l'augmentation du taux d'épargne est aux 2/3 due aux retraités. Pourquoi? Parce que les retraités ont bénéficié de revalorisations assez importantes de leur pension
en 3 ans, 2023, 2024, 2025, plus 10%. Oui. Ça n'est pas rien. Notamment plus 5% en 2000. Là, vous allez plaider pour qu'on les taxe. Et donc, je le sens arriver. Non, je ne plaiderai pour rien. Mais je dis que si des responsables politiques sont en train de nous regarder, ce qui n'est pas totalement impossible, il n'est pas invraisemblable que ça leur donne des idées. Cette statistique publiée, non pas par moi, mais par l'INSEE ce matin, qui est de dire, au fond, il y a un tout petit peu de retraités qui, peut-être, pourraient participer davantage, que ce soit par la suppression de l'avantage fiscal de 10%, soit par le gel des pensions qui est sur la table, vous le savez. Donc les statistiques économiques, cher Yves, sont à la fois économiques et très politiques. Je vous pose la question très simplement. Est-ce que c'est juste de les taxer? Ils ont payé les impôts toute leur vie, ils ont travaillé pour la plupart toute leur vie. Enfin, ce sont des questions qu'on doit se poser en tout cas. Oui, alors l'avantage de 10%, il y est lié. On ne sait pas très bien pourquoi il a été créé en même temps que l'avantage pour les frais professionnels des salariés dans les années 70. Oui. Il ne se justifie pas complètement. Alors, cher Dominique Moïsi, qu'avez-vous choisi de nous dire ce soir? Je suis resté sur le thème de l'ingérence très bien. Que nous avions abordé dans le cas de la Russie. Et là, c'est l'Amérique. C'est la lettre de l'ambassadeur des États-Unis au président de la République, critiquant, avec des nuances, mais quand même assez fortement, le comportement de la France à l'égard de la montée de l'antisémitisme dans notre pays. Vous n'en faites pas assez, dit l'ambassadeur des États-Unis. Et ce qui m'a frappé, c'est bien entendu le parallèle, presque l'émulation entre l'ingérence américaine et l'ingérence russe. Avec un point, il ne faut pas aller trop loin, toute proportion gardée, qui m'apparaît évident. Dans le cas de la Russie, il s'agit, par ses actions de déstabilisation, de punir la France dans son soutien à l'Ukraine. Je me permets de vous interrompre pour qu'on écoute justement le conseiller spécial. Non, je dis juste que je pense que les dirigeants du gouvernement français peuvent faire beaucoup plus que simplement condamner ces actes. Et je ne vois pas où cela se produit. Quand je parle à la communauté, elle a le sentiment qu'ils n'en font pas assez pour les protéger. Je tiens également à souligner que ma lettre n'avait pas pour but de contrarier le président Macron ou le gouvernement français. C'était un appel à l'action. C'était un acte pour être constructif. J'ai voulu dire que je pouvais peut-être aider le gouvernement français à régler ce problème auquel les Américains et les Français sont confrontés. C'est bien entendu l'ambassadeur des États-Unis qui prenait la parole. Se faire aider par les États-Unis, c'est quelque chose de possible en France? En tout cas, de l'exprimer, de le dire, parce qu'on peut le faire sans le dire. Alors, je crois d'abord, on peut se poser une question. Est-ce que l'ambition principale de l'ambassadeur des États-Unis est de venir à l'aide de la communauté juive française? Ou est-ce que, à l'inverse, c'est une manière de punir la France pour le soutien déclaré à la reconnaissance d'un État palestinien qui va se faire dans les jours qui viennent aux Nations Unies? Peut-on envisager les deux, mon général? Je pense que le second argument est sans doute plus fort que le premier. S'il s'agit vraiment de protéger la communauté française devant la montée d'un antisémitisme qui est indéniable, mais qui est un phénomène global et que l'on retrouve également aux États-Unis. Vous avez eu des attentats antisémites meurtriers au cours des derniers mois en Amérique. Si l'objectif est de protéger la communauté juive, alors je dirais que l'ambassadeur des États-Unis s'est trompé de destinataire. Sa lettre, elle ne devait pas être adressée au président français, mais au Premier ministre israélien. Oui. Il aurait dû dire, écoutez, il faut absolument que vous mettiez fin à cette guerre de Gaza. Les images ont un impact terrible. Alors, je ne dis pas, bien évidemment, que l'antisémitisme est le produit de l'action du gouvernement d'Israël. Mais ce que je dis, parce que ça paraît indéniable, c'est qu'il y a un rapport entre les images de Gaza et la multiplication des actes antisémites dans le monde. Alors, le troisième point qui me paraît important,
c'est qu'en réalité, l'ambassadeur des États-Unis instrumentalise la communauté juive française. Il la fragilise. Il va dans le sens de ses peurs, à un moment où elle a besoin de repères, où elle a besoin d'être rassurée. Et il le fait au détriment d'un président. On peut reprocher à Macron de ne pas avoir participé à la manifestation qui a suivi les massacres du 7 octobre. Trop de calculs, il aurait dû avoir une empathie plus spontanée. Mais l'accuser de ne pas en faire assez, c'est une faute. C'est, je crois, tout simplement un mensonge. Depuis son discours le 17 juillet 2017, le président de la République n'a pas varié d'un iota dans sa politique de fermeté contre l'antisémitisme. Merci à vous trois pour votre parti pris. Tout de suite, nous retrouvons Margot Haddad. Bonsoir Yves, mesdames, messieurs.